Malakoff, en région parisienne. Pierre est comédien, il a 33 ans. Il y a 2 mois, il achète cette maison, 310 000 €. Aujourd'hui, ce propriétaire tague ses murs. Pierre ne peut plus rentrer chez lui, car sa maison est squattée par cet homme, assis à la fenêtre. Il serait égyptien. Il vit ici en toute illégalité, avec sa femme et ses enfants. Pierre est venu avec des amis pour tenter de faire partir le squatteur. Moi je vous dis simplement, je suis propriétaire de cette maison, Je suis d'accord avec je suis à la rue, je n'ai pas d'autre choix que d'habiter ici. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis voilà, c'est tout ce que correct j'ai à vous avec dire. vous. Et moi je ne suis pas correct avec vous. Vous êtes dit, je suis Qu'est-ce qu'il y a d'incorrect? Moi, je n'ai pas Qu'est-ce voulu. qu'il y a d'incorrect? Je suis responsable 5 enfants, jamais voulu. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on se parle? La situation est Je suis impossible. avec vous. Est-ce qu'on peut se parler? Je suis... Non. Mohamed refuse de quitter les lieux. Il est 21 h. Pierre organise une opération anti-squat pour alerter les voisins. Pour marquer les esprits, le propriétaire campe devant sa propre maison. Ça c'est ma tante. Voilà, donc ça c'est là où je compte habiter, donc c'est un peu le bordel. Je vais nettoyer. Non, là c'était la cuisine. Je vous ai montré la cuisine. C'est un 2 pièces, hein. C'est pas très grand. Là c'est la salle de bain. La salle d'eau, ouais. Voilà, la salle d'eau. Pierre ironise, pourtant il ne peut toujours pas rentrer chez lui. Son cauchemar a commencé il y a 2 jours. Il avait prévu des travaux dans sa maison. Quand les ouvriers arrivent, il se trouve face à Mohamed, Voilà. le squatteur. On vous a raconté l'histoire déjà. Quand l'entrepreneur, il m'a dit, Monsieur Chamel, vous logez des gens? Non. Ah bah vous êtes squatté. Quoi? Ah bon? Donc, je suis rentré là, par la porte, là. Bonjour, je suis le propriétaire de la maison. Oui, bonjour. Je suis, voilà, j'habite ici. Ah ben, je vais vous demander de sortir, on doit faire des travaux. Non. Vous rentrez pas chez moi. C'est chez moi ici. Ah, je me suis dit, d'accord, ok. Est-ce qu'on va y repère Je me suis dit, c'est n'importe quoi. Et là, je me suis dit, oh là, je suis pas dans la merde. Et j'ai organisé aujourd'hui le contre-squat. J'ai installé ma tante, qui est là. Voilà. Alors qui est ce squatteur? Comment a-t-il pu rentrer dans cette maison? Nous avons voulu le rencontrer. Entrez. Mohamed accepte de tout nous expliquer, car il n'est pas tout à fait un squatteur comme les autres. Ça, c'est le cuisine. Mohamed est en situation régulière. Il travaille comme carreleur. Il s'est installé ici il y a 2 semaines avec sa femme et ses 5 enfants. Ça, c'est une petite chambre pour les femmes, quelque chose comme ça. Le couple est arrivé en France il y a 9 ans. Mohamed n'a jamais réussi à louer un logement dans le privé. Depuis des années, la famille va d'hôtel en hôtel. Youssef, Ahmed, El Sayed, les malades, les asthmatiques. Ça, c'est Aya. Ça, c'est très beau pour moi. Parce qu'avant, dans l'hôtel, elle n'est pas dormir comme ça. Elle n'est pas dormir comme ça. Dormir à côté. Aujourd'hui, le père de famille tombe des nues. Allez-y. Il affirme être entré dans la maison en toute légalité. D'ailleurs, il a même un bail, un contrat de location en bonne et due forme. Le propriétaire serait un certain Eric Simba. J'ai payé 900 €. Après, le monsieur m'a dit, d'accord, monsieur Attia, signez ici. Pour le contrat, comme ça, il est comblé. Moi, j'ai signé ici. Qui est Eric Simba? Comment Mohamed s'est-il fait piéger? Le faux propriétaire serait un homme de 45 ans d'origine africaine que Mohamed rencontre un jour dans un café. Bien habillé, beau parleur, il inspire confiance. Au fil de la conversation, il se présente comme le propriétaire d'une maison. Mohamed cherche un logement. Il lui propose de la louer pour 900 € par mois. Quelques jours après, le bail est signé. Mohamed ne se doute de rien. L'homme lui donne les clés du pavillon. Ça, c'est la clé générale. La clé originale pour là-bas, ou l'ancien. qu'un monsieur vous a donné? Oui, donner 3 la clé. C'est la même. Tac, tac. Allez-y, monsieur Attia. La porte est ouverte. Et pourtant, il y a bien eu effraction.
comme nous le montre Pierre, le vrai propriétaire. Là, c'est l'entrée par laquelle la personne qui habite dedans entre et sort. Bah, là, il y a une marque de pied de biche. Hein. On la voit. Ça a été forcé, hein. Voilà, tout simplement. Pour rentrer dans cette maison, Mohamed a versé 2 700 € en liquide, l'équivalent de 2 mois de caution et 1 mois de loyer. Il ne reverra plus jamais le faux bailleur. Éric Simba n'existe pas. C'était il y a 2 semaines, et aujourd'hui, impossible de déloger Mohamed et sa famille. Au-dessus de 48 heures, ils deviennent domiciliés. Ils sont domiciliés dans cette maison. À partir de ce moment-là, j'ai plus le droit de rentrer. Mais ils sont domiciliés, c'est-à-dire Ben, ça veut dire qu'en gros, ils sont locataires de ce monsieur que personne ne connaît. Mais c'est vous le propriétaire. Et moi, je suis propriétaire. Mais c'est pas pareil d'être propriétaire et d'être domicilié quelque part. C'est pas mon domicile ici. 23 heures. Contre toute attente, Mohamed sort. Il vient voir Pierre pour tenter de trouver une solution. Votre problème, il est petit. Mon problème, il est gros. Il n'est pas réglé avec un jour. Mon problème, il est petit. Non, Voilà, votre je vois problème, bien, il est oui, petit. je vois bien, Mon ouais. problème, il est gros. Ouais, Il n'est pas ouais. réglé avec un jour, 2 jours. Je suis d'accord avec vous, parce que moi, régler votre problème. Notre problème, il n'est pas petit, là, on se retrouve à la Non, rue mais il dans dit, un voilà, mois. vous, c'est pas Et, petit, moi, c'est petit, moi, je veux bah bien non, il est sortir pas- de la maison. Sortez, parce que nous, on est en train de rembourser un emprunt pour la maison. Voilà, Et il on est peut en train pas de... payer. Non, non, mais Nous, on à la va pas dans la base- comparaison. Excusez-moi, des- Bordeaux-Demain ce des soir. problèmes. Bordeaux-Demain ce soir, et vous, tu dormes tranquille. Non, on Est-ce dort que- à la rue dans un Non, mois non, aussi. excusez-moi. Non, non, Donc, c'est pas très tranquille, en C'est- fait. Au bout d'une demi-heure, la situation s'apaise. Mohamed accepte de partir à une condition, que le couple l'aide à obtenir un logement. une fois, et vous avec moi, j'entre la mairie. Une fois, c'est pas 2 fois. Une fois, c'est tout. Après, je sors. Si demain matin, la mairie, elle est ouverte, elle est ouverte, la mairie, demain matin. Demain samedi. Demain samedi. Demain matin, elle est ouverte. Si on va à la mairie ensemble D'accord. et qu'on discute pour essayer de vous trouver une solution de logement D'accord. social sur la ville de Malakoff, D'accord. j'ai pris des contacts qui D'accord. peuvent permettre d'accélérer et de D'accord. vous trouver rapidement un logement. D'accord. Vous quittez la maison. D'accord. On essaye d'aller à 10h à la mairie demain. D'accord. Ensemble, ok? À 10h, devant la Les mairie. 2 hommes trouvent enfin un arrangement. Le lendemain matin, sur la place de la mairie. Mohamed est au rendez-vous. Pierre est accompagné de ses parents et de ses beaux-parents. Première déception, la mairie ne souhaite pas les recevoir, mais elle promet de les rappeler dans 1 heure. Pierre est encore inquiet. Si Mohamed ne part pas, il faudra entamer une procédure judiciaire pour obtenir son expulsion. Légalement, il peut arriver donc jusqu'à la trêve hivernale, dans 6 mois. Et là, ça rajoute tout l'hiver, donc il y en a pour 1 an, quoi. Un an minimum ou maximum? Ah ben, moi, on m'a dit 1 an minimum, ouais. Donc ça peut être C'est-à-dire qu'il y a des plusieurs situations, on m'a parlé de situations comme la mienne, où ça durait 2 ans. En France, tout locataire détenant un justificatif de domicile est considéré comme de bonne foi. C'est au propriétaire squatté de prouver que le bail est faux devant les tribunaux. Quelques minutes plus tard, Pierre est finalement contacté par l'employé de la mairie. Mohamed, j'ai eu Madame Lefebvre au téléphone. Ils vont te proposer une solution de logement. Je ne sais pas si c'est logement temporaire, etc. Si tu quittes la maison, tu ne seras pas à la rue. Ben, oui. Voilà, ça c'est sûr. Oui, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est très beau pour moi. Voilà. Je vais dormir bien. Donc profite. Moi, je souhaite que tu trouves un logement rapidement, que tout s'arrange pour tout le monde. Moi, c'est ce dont j'ai envie. Oui, oui. Voilà. D'accord. Retour à la maison. Mohamed tient parole. Il s'est engagé à libérer les lieux avant midi. Il déménage ses affaires sur le trottoir, sans garantie de relogement. Car Mohamed et sa famille ne savent toujours pas où ils dormiront ce soir. Le père de famille espérait rester dans cette maison pendant des années. Aujourd'hui, il doit tout déménager. Même cette machine à laver toute neuve qu'il venait d'acheter. Ça, c'est la première fois que j'ai acheté une machine à laver après 9 années dans la France. Parce que toujours dans l'hôtel. Pierre, le propriétaire, est soulagé. Il fait venir son entrepreneur tout de suite. Les ouvriers vont commencer à travailler. Il tient absolument à occuper les lieux et sécuriser la maison. Par contre, ça, il faut enlever. Ça et ça.
C'est deux coups. Parce que ça, c'est avec ça qu'ils ont condamné les Véro. Ouais. Hein? Vous avez pris un peu possession de votre propriété? Pas encore tout à fait. Parce qu'il y a encore voilà, il y a la télé, il y a encore un bébé qui est là. Ça te fait un peu bizarre quand même? Je suis pas à l'aise. Ce propriétaire a eu beaucoup de chance. Il est rarissime qu'un squatteur accepte de libérer les lieux aussi rapidement. Pour Mohamed, le rêve d'offrir une maison à ses enfants vient de s'envoler. Tout comme les 2700 € de caution qu'il a laissés à un certain Eric Simba. Mohamed se considère comme une victime. Il a tenu à le rappeler sur un petit mot qu'il laisse derrière lui. Je n'ai pas squatté cette maison, je suis entré avec des clés. L'histoire de Pierre et Mohamed est loin d'être un cas isolé. Face à la pénurie de logements, les grandes villes ont vu se développer ces dernières années un business du squat. Des escrocs ont compris comment s'enrichir sur le dos des familles en détresse. Personne n'est à l'abri. Même dans les quartiers huppés de la capitale, les logements vides attisent la convoitise de ces petites mafias. Et notre enquête va vous montrer qu'il s'agit de réseaux organisés. Jean de la Hausseraie est avocat. Il possède un petit studio à Montmartre qu'il loue depuis des années. Donc voilà, c'est l'immeuble dans lequel je suis propriétaire d'un appartement qui a été squatté au mois d'août 2007. C'est pourtant un appartement sûr avec Digicode dans un quartier sûr. Il a été libre 10 jours. Le locataire est parti le 9 août et les squatteurs sont arrivés le 21 août. Jean a récupéré son appartement il y a à peine une semaine, après 9 mois d'occupation. Pour éviter d'être squatté à nouveau, il a tout de suite installé dans le logement sa nièce, Margot. Donc là, vous voyez, c'est une porte anti-squat que j'ai fait mettre dès que les squatteurs... Bonjour Margot. Bonjour. Dès que les squatteurs sont partis pour éviter que d'autres ne viennent juste derrière. Donc, nous pensons être en sécurité. Et une fois que les squatteurs sont partis, j'avais tout de suite trouvé une locataire, Margot, qui s'est installée quasiment le jour suivant du départ des squatteurs. Pendant 9 mois, un couple et 2 enfants ont vécu ici. Une famille qui, elle aussi, avait été démarchée par un faux propriétaire. Ils cherchaient un appartement, madame était enceinte et à la sortie d'une agence immobilière, ne trouvant pas, un homme les aurait abordés et leur aurait dit écoutez, j'ai un appartement pour vous, vous me donnez 3 000 € en liquide et si ça vous convient, vous rentrez dans cet appartement et je vous fais signer un bail. Même mode opératoire, même technique que pour Mohamed. Le prétendu bailleur s'appellerait Monsieur Martin Dubois. Bien entendu, après vérification, Monsieur Martin Dubois n'est ni Robin ni Martin et n'existe pas. Mais le plus étrange, c'est l'adresse donnée par ce faux propriétaire. 15 rue Jean Jaurès. C'est la même rue qui figure sur le faux bail de Mohamed. Eric Simba disait vivre au 22 rue Jean Jaurès. 2 adresses qui n'existent pas. À Paris, il y a bien une avenue, mais pas de rue Jean Jaurès. Simple coïncidence, difficile à croire. Il s'agirait du même réseau. Armand Boucris est avocat spécialisé dans l'immobilier. Des affaires comme celle-ci, il en reçoit une dizaine par semaine. C'est un faux bail, en tout cas c'est un vrai faux bail, dans la mesure où le nom du bailleur est faux, mais le nom du locataire, lui, est totalement vrai. Quand vous donnez en location un logement, le locataire ne vous demande pas de justifier de votre titre de propriété. Tout le monde peut se faire passer pour propriétaire. En effet, rien de plus facile que de se procurer un contrat de location, pour quelques euros dans une librairie. Encore mieux, le télécharger sur Internet. La combine idéale pour les escrocs de l'immobilier. La police n'arrive pas à mettre la main dessus, puisque c'est le bouche à oreille, c'est rarement une annonce dans un journal, qui fait que les mises en location se font. Donc tout va très vite. Dès qu'un logement est libéré, quelqu'un entre dans les lieux, donc fait sauter la serrure, on installe la famille et tout arrive concomitamment. En moins de 2 heures, tout est bouclé. Mais comment trouver ces appartements vides? Il suffit de taper squat sur Internet. Et là, des dizaines de modes d'emploi.
On y apprend comment repérer un logement vide, à ses volets fermés, sa boîte aux lettres pleine, son jardin en friche. On y apprend aussi comment se maintenir légalement dans les lieux. Il suffit d'un contrat EDF, véritable justificatif de domicile. Impossible alors pour la police de vous déloger. Et pour ouvrir une ligne EDF, un simple coup de fil suffit. Démonstration. Alors, ce qu'il nous faut, c'est l'adresse précise où vous emménagez, votre relevé d'identité bancaire ou postale. D'accord, donc vous n'avez pas besoin de ma carte d'identité? Alors, pas du tout. Non, du tout. On fait tout par téléphone. Contrat de location, quelque chose, non? Non. On fait tout par téléphone. Une facilité déconcertante. En un coup de fil, vous êtes domicilié où vous voulez, en toute légalité. Retour à Malakoff. La femme de Mohamed finit de vider la maison. Elle ne sait toujours pas où sa famille dormira ce soir. Pierre, le propriétaire, est parti au travail. Ses parents prennent le relais pour aider la famille. Mohamed revient de la mairie. Le beau-père de Pierre l'a accompagné. Les deux hommes sont effondrés. Au lieu de lui proposer un logement, les services sociaux renvoient Mohamed vers le 115, le numéro d'urgence pour les SDF. Pas aller au 115. Non. Mohamed, c'est la seule solution. On nous a dit, on a téléphoné à beaucoup d'organisations. Oui, non, le 115. Le 115 avec mon la main. Le 115, ça c'est très simple. N'importe personne, entre aujourd'hui de la France, il est parlé avec 115. Le 115 maintenant ça marche pas avec moi. Parce que ça fait 9 années, je suis dans l'hôtel, sans cuisine, sans machine à laver, sans tout. Je dormir avec une place, moi les enfants dormir avec notre place. C'est ça les meurtrières 115. Il n'y a pas une chambre avec les 115, pour une famille 7 personnes. Tout le monde s'attendait à une proposition sérieuse. Pour les voisins et pour la famille, c'est la consternation. J'avais espoir qu'il fasse quelque chose, vraiment. J'y croyais en tout cas. Je crois que j'étais pas la seule, on y croyait. J'avoue que là... Mohamed, s'il avait voulu, il pouvait rester dans cette maison 2 mois, 4 mois, 6 mois, le temps de faire jouer toutes les procédures civiles qu'il aurait pu trouver avec son avocat. Il a été d'une honnêteté absolument exemplaire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient été capables de prendre la décision qu'il a prise. Et moi, dans ma grande naïveté, eh bien, je trouve que cette honnêteté, elle est pas... Il n'y a pas de retour. Et ça me fait mal au cœur. À Malakoff, 3000 personnes attendent un logement social. Michel Estraillé, directrice des services sociaux du département, suit le dossier de Mohamed. Pour elle, pas de solution immédiate. Les services sociaux n'ont pas de logement à attribuer. Voilà. Les services sociaux n'ont pas de logement avec des listes de logements, des adresses de logements dans les tiroirs. Les services sociaux, tant de la commune que du département, ont fait le tour des capacités d'accueil, des centres d'hébergement financés par l'État, certes, mais même ceux financés par le département, en faisant valoir la priorité liée au fait qu'on avait 5 enfants jeunes, dont 1 en bas âge, et il n'y avait pas de place pour toute une famille de 7 personnes à ce moment-là. Pas de place pour Mohamed. Ça veut dire l'hôtel. Retour à la case départ. Le père de famille n'a plus rien à perdre. Après 9 ans de précarité, pas question pour lui de retourner à l'hôtel. Pour faire pression sur la mairie, Mohamed joue le tout pour le tout et décide de faire camper sa famille dans une impasse, à quelques mètres à peine de la maison. Ici? Oui, c'est resté. Pas à lui faire entendre, c'est là qu'il veut rester, il veut acheter une tente, et venir planter la tente là. Il ne veut plus aller à l'hôtel du tout. Jusqu'à que la mairie fasse quelque chose. Je sais pas, ça m'angoisse, on ne peut pas laisser... Et on n'arrive pas à le convaincre, hein, rien du tout. Je sais pas. Il ne va pas dormir là avec ses 5 enfants quand même. Je sais pas. C'est lourd, hein. C'est vraiment trop lourd. Je vais encore essayer de joindre... Victime d'un escroc, Mohamed a tout perdu. Normalement, je demande excuses, les messieurs, ça. Juste tout de suite. Éric Simba, le faux bailleur, a disparu dans la nature. Mohamed, sa femme et ses 5 enfants devront dormir dehors ce soir. Moi, j'avais le local pour manger. Je ne veux pas rester ici. Pourquoi? Tu pars?
On peut dormir ici. Vous voulez dormir ici? C'est déjà. T'inquiète pas. On va dormir ici? Oui. Ouais. On peut pas dormir ici? Oui. Finalement, les enfants ne dormiront pas dans la rue. Ils seront hébergés par une voisine. Seul Mohamed restera dehors. Quant à sa demande de logement social à Malakoff, 10 ans d'attente pour obtenir un HLM. Logements sociaux saturés, loyers trop chers. En France, le marché du squat est en pleine expansion. Plus de 5000 logements seraient occupés illégalement, rien qu'en Île-de-France. Alors, qui se cache derrière ce nouveau business? Seine-Saint-Denis, banlieue nord de Paris. Un de nos journalistes se fait passer pour un père de famille en recherche de logement. Nous l'équipons d'une caméra cachée. Au pied d'une tour, un groupe de jeunes d'une trentaine d'années joue au foot. Nous décidons de leur demander s'ils connaissent des squats. C'est un squat qu'on a ouvert. 1000 € cash. 1000 € cash, t'as un squat. T'as 1000 € cash, t'as un squat. Personne n'est surpris. Visiblement, ici, tout le monde connaît la combine. Dis-moi, tu cherches quoi exactement? Viens en avant, ça va, viens en avant, ça va. Ça va, un truc tranquille, ouais. Combien? F3, F4, si c'est déjà F2, c'est déjà pas mal, ou F3, c'est déjà pas mal. Ici, il y a que des... chez une pointue, c'est 2 chambres. Ouais. Il y en a que c'est 3. Il y en a c'est 2. Tu sais comment faut gérer pour pas qu'on vienne te casser les couilles, quoi. Si tu payes l'électricité, personne ne peut mettre dehors. T'as un truc, tu vois. Après, tu prends un contrat de bail là, pour toi, au tabac, pour faire... ça, c'est blahni, ça, tu vois. Toi, t'as rencontré quelqu'un, il t'a dit j'ai un appartement, boum, tout ça, boum, tu montres le contrat de bail. Les gens qui sont restés, c'est les gens qui payent un truc. Si tu payes le DF, tu montres comme quoi tu payes le DF, c'est bon. Notre contact connaît bien les rouages de la loi. Il n'en est pas à son premier squat. Le soir, je t'en ouvre sûr, il n'y a pas de souci pour ça. Je t'en ouvre, c'est vite fait, tu vois. Ici, tous les gens, la plupart des gens qui habitent ici sont tous rentrés en mode squat. Tu vois, mets-toi juste ça dans la tête. Le rendez-vous est pris. Le lendemain matin, retour dans la cité. Notre contact n'est pas là, mais 2 jeunes nous abordent. Ils savent pourquoi nous sommes là. Ça va? Ils nous proposent d'ouvrir un squat tout de suite pour 300 €. Nous les suivons. Les hommes ont déjà repéré l'appartement. Ils ont tout prévu. Même la pioche pour forcer la porte. Ils traversent la cité en plein jour, l'outil à la main. Une scène qui n'étonne absolument personne. Ouais, tranquille. Ça va? Nous les suivons. L'appartement, un 3 pièces, se trouve au 4e étage. Les 2 hommes se mettent au travail. Il est midi. Dans le jargon, on les appelle les ouvreurs de porte. Les voisins sont là. Du monde passe dans la cage d'escalier. Mais ça ne les empêche pas de continuer. Au bout d'une vingtaine de minutes d'effort, la porte cède. À chaque fois, la même méthode. Le premier réflexe des ouvreurs de porte, changer immédiatement la serrure. Impossible alors pour le propriétaire d'accéder à son logement. Tout est propre. Il n'y a plus qu'à poser ses valises. L'appartement fait 60 mètres carrés environ, un double séjour, 2 chambres et un balcon. Après 48 heures d'occupation et un contrat EDF, nous pourrions habiter dans cet appartement pendant des mois, des années peut-être. Reste à effacer toute trace d'effraction. Prends 2 plâtres avec toi, tu les mets là, ni vu, ni connu. Après ta femme, tout de suite, tu ramènes les affaires, tu t'énerves, tu te sales avec ton bébé. Et pas se faire casser les couilles. Vous allez, tout de suite. Pour avoir ouvert cette porte, nous leur donnons 300 €.
Merci beaucoup. Merci à toi. C'est bon? C'est bon. C'est bon? À partir de là, on se connaît plus. Pas de problème. C'est les filles qui viennent, les voisins, on se connaît plus. D'accord. Moi, je le conseille, tout de suite les enfants, sera là. Avant de partir, nous réinstallons le verrou pour remettre l'appartement dans son état d'origine. 40% de ces squats de logements sociaux résultent d'un trafic organisé. Devant ce phénomène, les offices HLM ont renforcé la sécurité de leurs appartements. Aubervilliers. Thomas Costa, chef de service de l'OPHLM. C'est lui qui gère les 5000 appartements sociaux de la ville. Son travail, s'assurer que chaque appartement reste bien protégé. Donc ici, on est à la Maladrerie, donc un grand ensemble sur Aubervilliers qui compte près de 800 logements. Donc vous êtes dans un des secteurs les plus sympas, où il fait bon vivre. Et pourtant, depuis quelques années, ce quartier est la proie des squatteurs. Ici, sur 800 appartements, près de 40 sont squattés. Alors, face à cette nouvelle mafia, l'OPHLM a lancé une véritable guerre anti-squat. Ce F5 vient juste d'être libéré. Il va rester vide 1 mois avant d'être reloué. 1 mois pendant lesquels des squatteurs peuvent venir à tout moment. Pas de temps à perdre. Pour le protéger, ce logement, on met ce que l'on appelle des panneaux blindés sur tout ce qui est baies, fenêtres, etc. Donc c'est ce genre de protection qui évite effectivement la pénétration de l'extérieur. Donc là, il y en a quelques-uns de posés. Les petites fenêtres ne sont pas oubliées, c'est un accès, malgré tout. Voilà, donc tout est fermé, voilà. Et là, ça, c'est quoi? Là, vous vous donnez sur un petit balcon. Pareil, il est accessible par l'extérieur, donc c'est une zone à risque. Donc il faut protéger. Chaque fenêtre est démontée, remplacée par un panneau d'acier inviolable, même celle qui donne sur le vide. Vous avez une baie qui paraît inaccessible, puisqu'on est quand même au 3e étage. Donc voilà, mais malgré tout, il peut arriver qu'ils y accèdent. C'est déjà arrivé, où on n'avait pas protégé ces fenêtres-là. Et par donc le rampant, ils ont réussi à rentrer et ont démonté après tous les systèmes de protection, etc. Malgré toutes ces protections, Thomas reste vigilant, car les squatteurs n'ont peur de rien, même pas d'une porte blindée. Bah, c'est en métal, mais ça n'empêche pas les coups à la tronçonneuse. Ça peut être forcé. Enfin, à partir du moment où ces gens-là ont le temps de réfléchir et de prendre le temps pour trouver une solution pour rentrer, ils y arrivent. Alors, pour renforcer la sécurité, l'office HLM a embauché des vigiles, comme cet homme. Il s'appelle Karim. Il commence sa ronde. Karim veut rester discret. Nous ne filmerons pas son visage. Il est 7 h samedi matin. Karim va passer devant tous les appartements vides de la cité. Comme à chaque fois, dans sa main, un document ultra secret. C'est la liste des logements vides d'Aubervilliers. Alors ça, c'est très confidentiel. Parce que si jamais elle va dans les mains d'une autre personne, vous imaginez ce qui peut arriver. Donc on fait super attention à ça. On va passer par là. Sa mission, passer toutes les 2 heures devant une 50aine d'appartements vides. Il inspecte les portes, une à une. Au niveau du courant, là je sais que j'ai pas de courant. Si jamais je reviens 2-3 heures après, je sonne, il y a du courant. C'est pas normal. C'est toujours ma serrure d'origine. Donc si jamais il est squatté, on va ouvrir la porte et on va changer le canon. On va mettre un nouveau canon à la place. Donc automatiquement, pour moi, ils n'ont pas changé le canon. La porte est nickel. C'est un logement qui n'est pas squatté. Sûr à 100%. Et si Karim ne pénètre pas dans les appartements, s'il n'en a pas les clés, c'est pour une raison bien précise. Imaginez-vous, j'ai 50 logements à surveiller, j'ai 50 clés d'appartement. Je vais me balader en pleine nuit avec 50 logements libres dans mes poches. Si j'ai le malheur de me faire braquer en pleine nuit, on me prend mon trousseau de clés, on me prend les clés de tous les logements. Mais en un week-end, ils peuvent me faire un festival sur Aubervilliers. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, les clés des logements libres, ils sont très très bien protégés. C'est à l'intérieur des coffres forts. Ah ouais, on peut pas y accéder à ces clés-là. L'année dernière, l'office HLM a été cambriolé. Des centaines de clés d'appartements ont été volées. Depuis, toutes les serrures ont été changées. Quant au coffre-fort, il est aujourd'hui dans un endroit tenu secret. Karim et ses collègues sont de service toutes les nuits. Et ils ne tiennent pas du tout à croiser le chemin des ouvreurs de portes. Tant mieux qu'on ne sache pas
qui sait, tant mieux qu'on sache pas, qu'on n'en sache pas plus. Nous, notre mission à nous, c'est de passer toutes les 2 heures, toutes les 3 heures dans nos logements. Si jamais il est squatté, bah, ça sera signalé. On fera notre travail jusqu'au bout. C'est tout. Mais le reste, on ne va pas plus loin. Porte blindée, vigile, ces mesures anti-squat coûtent chaque année la somme colossale de 700 000 € à l'office HLM. Et en plus, chaque appartement squatté prive une famille qui a fait une demande officielle de logement social. Comme Mohamed, qui après 1 mois passé dans la rue attend toujours un toit. Aujourd'hui, après des semaines de combat, il renonce à un chez lui. Il finit par accepter la solution provisoire que lui offrent les services sociaux, quelques semaines à l'hôtel. Maintenant, de l'hôtel. À Malakoff. Là, à Malakoff, le centre social. Avant-hier, 9h matin jusqu'à 8h ce soir, pour gagner une semaine de l'hôtel. Après 10 années, je suis là de la France. Mohamed va installer sa famille. Impossible pour nous de filmer. Il veut rester discret vis-à-vis du gérant de l'hôtel. Nous lui confions donc une petite caméra pour découvrir son logement provisoire. Vous êtes dormi où, Ahmed? Où? Ici? Ouais. Youssef est où? Il est là, là, En bas. Aya où? là. Ibrahim où? Il est là, Et maman, baba où? par terre. Par terre, toujours par terre. Voici la solution offerte par les services sociaux. Une chambre de 9 mètres carrés pour 7 personnes. Une pièce minuscule pour un prix exorbitant, 3 500 € par mois. Car les hôteliers calculent le prix à la personne et non au mètre carré. Plus la famille est nombreuse, plus la facture est salée. Cette facture, Mohamed n'a pas les moyens de la payer. Elle est donc prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Pour loger les familles comme celle de Mohamed, l'État paie chaque année plus de 55 millions d'euros. Un filon en or pour les hôteliers peu scrupuleux, comme cette femme, que nous appellerons Nadia. Elle possède un hôtel de 20 chambres à Paris. Pourtant, pour les services sociaux, 50 familles vivraient ici. 30 de plus que la capacité d'accueil. Où sont ces familles? Nous les avons retrouvées dans des studios loués bon marché par Nadia et facturés 3 fois plus cher à l'État en tant que chambre d'hôtel. Ahmed, 44 ans, est l'une des victimes de ce système. Officiellement, pour les services sociaux, il loge à l'hôtel avec sa femme et leurs 7 enfants. Mais dans les faits, ils vivent à 9 dans cet appartement de 30 mètres carrés. Tous les jours, à l'heure du repas, c'est le même casse-tête. Je déplace tous les cartables des enfants et tout pour sortir la table. Ça, c'est la deuxième pièce pour faire manger ici. La moitié, il dort ici. D'accord. Normalement, c'est ça. Il a dit, normalement, c'est le salon. Ahmed est français d'origine algérienne. Il est au chômage. Alors la famille est totalement prise en charge par les services sociaux qui versent environ 4 000 € pour leur hébergement, comme l'attestent ses factures. Chaque mois, il paye 4 115 ou 185. C'est 31 jours. 4 185 €. Une somme énorme qui correspond au prix de 3 chambres d'hôtel pour un mois. Le problème, c'est que Ahmed et sa famille n'ont jamais passé une seule nuit à l'hôtel. Ce sont de fausses factures émises par la gérante. Et vous avez déjà dormi à l'hôtel? Non, jamais. Comme tous les 28 de chaque mois, Ahmed se rend au bureau de l'aide sociale à l'enfance. Il va chercher l'argent censé payer des chambres d'hôtel. Nous l'équipons d'une caméra cachée. Des milliers de familles viennent ici régulièrement chercher l'argent de leur hébergement. C'est donc 3 735. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Comme tous les mois, l'employé remet à Ahmed près de 4 000 € en espèces. 2, 3, 4,
3 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 30, 5. Merci madame. Et au revoir et bonne journée. Mais Ahmed ne gardera pas cet argent très longtemps. À peine sorti de l'aide sociale à l'enfance, il appelle sa logeuse, la gérante de l'hôtel. Aujourd'hui, à peu près, un quart d'heure. 15h30. D'accord. 15h30, le rendez-vous est pris. Ahmed l'attend au café, toujours le même. Une demi-heure plus tard, voilà Nadia, la gérante. C'est elle qui fait croire au service de l'État qu'elle loge Ahmed et sa famille dans son hôtel, alors qu'elle les a installés dans un petit 2 pièces, à quelques centaines d'euros par mois. Alors, là, c'est combien? Comme un moelle. Nadia vérifie tout de suite le contenu de l'enveloppe. 23. 7 centaines. C'est ma moelle. Attends. Elle établit aussitôt la fausse facture d'hôtel, qui lui permettra d'encaisser la même somme le mois prochain. Alors, le 29. Voilà. L'opération a duré en tout et pour tout une dizaine de minutes. De l'argent facilement gagné. En un an, Nadia aurait touché en liquide environ 48 000 euros, rien qu'avec Ahmed et sa famille. Qui est Nadia? Agit-elle seule ou en réseau? Nous avons voulu en savoir plus. 17e arrondissement de Paris, voilà l'hôtel dans lequel Nadia est censée loger les familles. Sur les statuts de la société, nous découvrons qu'il s'agit d'une entreprise familiale. Les parents de Nadia, ses 2 sœurs et son frère. C'est toute une famille qui vit de ce business en marge des lois. Nadia et les siens abusent les services sociaux, les propriétaires et les familles qu'elles exploitent. Mustapha a 40 ans. Lui aussi est logé par Nadia dans un appartement qu'elle lui a présenté comme appartenant à une résidence hôtelière. D'après la gérante d'hôtel, elle nous a dit que c'est une résidence hôtelière. Elle a un appartement au 3e étage dans la cour B qui fait partie de son hôtel. Pourtant ici, rien à voir avec un hôtel. Un immeuble lambda, des boîtes aux lettres de particuliers. Voilà ma boîte aux lettres, c'est M. Mustapha Rayel Miloud et ma femme Boussada Fatia. Chez une dame, c'est la gérante d'hôtel. Sur l'étiquette, aucun nom d'hôtel ou de société. L'appartement est loué au nom personnel de Nadia. Bonjour. Mustapha est algérien. Il est arrivé en France il y a 8 ans. En situation régulière, il travaille comme intérimaire. C'est dans ce petit 2 pièces qu'il vit avec sa femme et ses 3 enfants. Un appartement d'à peine 20 mètres carrés. Ici, soi-disant, c'est un salon, c'est un salle à manger et en même temps, c'est la Condor. Et là, voici, c'est, comme vous voyez, là, c'est la chambre des enfants. Et pour ce petit appartement, Nadia n'hésitait pas à facturer jusqu'à 2 000 euros. La moitié payée par Mustapha, l'autre par l'aide sociale à l'enfance. Alors comment Mustapha est-il tombé dans ce piège? Il y a 4 ans, il rencontre Nadia par le bouche à oreille. Elle possède un hôtel, mais semble disposer également de nombreux logements à louer dans la capitale. Le rêve pour ces familles sans abri. Le jour où on était reçus, elle nous a demandé, voilà, voulez-vous un appartement ou voulez-vous que vous habitiez à l'hôtel? On a dit, on préfère habiter dans un appartement. Donc, elle a dit quel appartement, est-ce qu'au 3e, 2e, quel arrondissement, 10, 12, donc elle avait les appartements un peu partout. Nous, on ne cherchait pas à comprendre. S'il s'agit d'une agence immobilière, on a fait notre propre enquête.
On a vu d'autres familles un peu dans des appartements et voilà, et ils viennent et ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc, où est le problème? Nous, on ne fait pas la police. Nous, on est des familles. On veut être hébergés. À l'époque, Mostafa et sa femme s'installent dans l'appartement en toute bonne foi. Ils ne se doutent pas de l'arnaque. Jusqu'au jour où une femme frappe à leur porte. C'était la propriétaire. Elle nous a dit ça, c'est ma propriété. Qui vous a fait rentrer ici? On a dit c'est la gérante. Hein? Elle a dit mais moi j'ai pas loué mon appartement à vous. J'ai loué l'appartement à telle dame, c'est-à-dire c'est la gérante d'hôtel. Si la propriétaire s'étonne de leur présence, c'est parce que c'est à Nadia qu'elle a loué l'appartement. En fait, Nadia fait de la sous-location. Cette propriétaire, nous l'avons rencontrée. Elle s'appelle Isabelle. Voici son histoire. Il y a 4 ans, elle passe une petite annonce pour louer son studio. Une femme d'environ 50 ans se présente, directrice d'hôtel. Bien sous tout rapport, c'est Nadia. Seule, sans enfant, réellement pour un studio, c'est la locataire rêvée. Aucun souci, on était payé rubis sur l'ongle tous les premiers du mois, jamais par chèque personnel, toujours par mandat cash ou par chèque de banque. Donc vraiment le premier du mois sans aucun retard. Isabelle lui loue l'appartement pour 655 € par mois. Elle ignore que Nadia va le sous-louer 3 fois plus cher à une famille de 5 personnes. C'est ce qu'elle déclarait à la CAF. D'après elle, une résidence annexe de son hôtel. 38 mètres carrés alors que l'appartement faisait 20 mètres carrés. Meublé alors qu'il ne l'était pas. Et montant mensuel du loyer, 1 950 € alors qu'il était de 655 sur son contrat. En plus, s'agit-il d'un hébergement en sous-location? Non. Un bénéfice net de 1 300 € directement dans la poche de Nadia. Lorsqu'elle découvre le poteau rose, Isabelle entame une procédure d'expulsion contre sa locataire officielle. Et là, ses ennuis commencent. Le papa, qui est donc le directeur de l'hôtel, le papa de la gérante, m'a téléphoné en me disant que si je ne cessais pas ma procédure, il allait m'arriver certaines choses, que ma voiture allait brûler, que je risquais de me faire agresser dans la rue. Donc quand il a vu que ça ne marchait pas du tout, que j'avais pas du tout peur de ces menaces, il s'en est pris en me rappelant et il a menacé mes enfants en me disant qu'il savait où j'habitais, que c'était tout simple de suivre mes enfants à la sortie de l'école et qu'il risquait réellement et sincèrement de leur arriver quelque chose. La propriétaire porte plainte. Les services sociaux sont alertés et coupent immédiatement les aides aux familles logées par Nadia. C'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, Mostafa et sa femme sont toujours dans l'appartement. Ils n'ont plus d'allocation, ne paient plus et sont considérés comme squatteurs. Nadia, elle, a disparu. Je pense qu'elle est dans son hôtel. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait parce que ça fait un moment qu'on n'est plus en contact avec elle. Maintenant, il y a le propriétaire qui vient, qui veut récupérer son appartement, c'est tout à fait normal. Mais nous, où on va? Où on va? On est abandonné. Au sens propre, on est abandonné. On n'a pas avec qui parler. Comment dans cette affaire, l'argent de l'État a-t-il pu être détourné aussi facilement? Pour le savoir, nous nous rendons à la mairie de Paris, qui gère l'aide sociale à l'enfance. Voici les explications de Jean-Yves Manot, adjoint au logement. La mairie a coupé les aides à partir du moment où on s'est aperçu qu'il y avait une dérive qui n'était pas connue à une certaine époque de ces services. Et à partir du moment où il y a eu connaissance des faits, la mairie a effectivement coupé les aides, ce qui me semble naturel et normal. Pourquoi, il y a encore un mois, une famille touchait toujours en liquide 4 000 € pour un 2 pièces? Oui, mais écoutez, honnêtement, cette situation ne devrait plus perdurer. Ça n'a pas de sens. On ne va pas donner 4 000 € à une famille pour aller loger dans un 2 pièces. Tout ceci est la dérive du système. Comment on a fait pour en arriver là? L'urgence. C'est l'urgence qui fait que certains services que je ne critique pas sont peut-être obligés d'en arriver là pour trouver une solution rapide à une situation d'urgence. Les services sociaux n'ont pas d'autre choix que d'avoir recours aux hôtels pour loger ces familles. À la préfecture de Paris, même son de cloche. Les hôteliers véreux profitent de la crise du logement. C'est vrai que quand on est confronté à une pression de la demande aussi importante, on n'a pas des régiments chargés du contrôle de tout ça.
Je ne sais pas quels sont les effectifs du 115 pour vérifier, je dirais, dans le détail, le bon usage qui est fait de ces hôtels, mais le 115, il a aussi des effectifs qui sont limités. Moi, mes collaborateurs ne sont pas chargés d'aller vérifier l'état de chacune des chambres d'hôtel. C'est la pénurie de logements qui permet à Nadia de s'enrichir depuis des années sur le dos des familles et de l'État. Aujourd'hui, son hôtel est fermé officiellement pour cause de travaux. Mais Nadia continue son business. En voici la preuve. Elle vient de créer une société censée louer des studios avec service hôtelier. Toujours le même but, loger des familles en appartement et faire payer à l'État des chambres d'hôtel. Mais à l'adresse de la prétendue résidence hôtelière, une boîte aux lettres. Pas d'enseigne, pas d'hôtel. Il s'agit en fait d'une société écran. Nadia gère désormais ses affaires de chez elle. Pour avoir des explications, nous l'attendons devant son hôtel. La voici, en compagnie de sa sœur. Les deux femmes affirment ne plus toucher d'argent depuis des années. Un aplomb phénoménal. Et donc depuis septembre 2006, vous n'avez pas touché... On touche rien du tout. Touche rien. Ils sont dans le squat. Depuis 2006, c'est terminé. Ah, terminé. C'est faux. Il y a un mois, Ahmed lui remettait presque 4 000 € en liquide pour son hébergement. De plus, selon elle, tous les propriétaires savaient qu'elle sous-louait leurs appartements. Les propriétaires n'étaient pas au courant. Moi, j'ai trouvé des propriétaires qui n'étaient pas au courant, madame. Ils sont au courant, j'ai des beaux signés avec accord. Faux. Isabelle, par exemple, n'a jamais su qu'une famille logeait dans son studio. Ainsi, Nadia et sa sœur auraient empoché plus d'1 million d'euros par an en quelques années. Et les deux hôtelières n'ont absolument aucun état d'âme pour les familles qu'elles logeaient. Là, à l'hôtel, je vais vous dire, je vais être inhumaine. Ça paye pas, dégage tout de suite. Alors là, je vais être sans pitié. La merde de la mairie, j'en veux pas. Je veux pas délai de sa merde. Moi, j'aurai une autre clientèle, ça c'est sûr. Mais je continuerai à bien vivre, ça c'est sûr. Mais pas avec cette merde-là, cette racaille-là de la mairie. Pas plus méchant que les familles. Nadia et sa sœur seraient dans le collimateur de la brigade financière. Aujourd'hui, elles ont déménagé et vidé leur compte en banque. Mais elles ne sont pas les seules à profiter du système. D'autres hôteliers exploitent le filon de l'hébergement d'urgence. Car aujourd'hui, un hôtel meublé vaut de l'or. Depuis quelques années, certains investisseurs se sont spécialisés dans ce business. Ils rachètent des hôtels meublés à petit prix et délogent les locataires en titre par tous les moyens, même illégaux. Nous sommes à Belleville, un quartier populaire de Paris. L'homme qui arrive en scooter est lui aussi gérant d'hôtel. Aujourd'hui, il vient inspecter les travaux de sa dernière acquisition, un hôtel meublé de 40 chambres. Un professionnel de l'hôtellerie bien connu sur la place de Paris, il a déjà 2 hôtels de tourisme. Chambres spacieuses, tout confort, au pied de la Tour Eiffel. Ici, les clients sont traités comme des rois pour 135 € la nuit. Mais à Belleville, l'homme aurait un projet plus lucratif encore. Rénover cet hôtel meublé pour augmenter les prix. Reste à se débarrasser des locataires. Vous allez voir qu'il utilise des méthodes plutôt expéditives. Nassera a 45 ans, elle habite cet hôtel depuis 10 ans. Et ces derniers mois, ses conditions de vie sont devenues difficiles. Là, je suis en train de remplir de l'eau pour l'emmener chez moi, parce que j'ai plus d'eau. Donc je fais le sac. Nassera se bat contre l'hôtelier depuis des mois. L'hiver dernier, il a coupé l'eau et le chauffage pour la faire partir. C'est ma réserve, hein. Je me lave avec et puis je fais le parterre et tout avec. Hein. Et le chauffage, il n'y a plus, je l'ai plus. Enfin moi, ça fait longtemps que j'ai plus ça. Hein. 6 mois que Nassera vit dans ces conditions. Pourtant, elle paie un loyer mensuel de 380 €. Ici, par exemple, une famille prise en charge par l'État rapporterait 10 fois plus aux propriétaires. Il y a encore quelques semaines, des retraités, des travailleurs célibataires vivaient là depuis des années. Pour les faire partir, le propriétaire a su trouver des arguments. C'est des gens qui ont moins 14 ans, 15 ans. Hein. Et puis, ils ont accepté l'enveloppe de 1 500 €. Ils sont partis ailleurs. Impossible pour le propriétaire d'expulser ses locataires. Alors il leur propose 1 500 € à chacun pour partir. Et pour ceux qui n'acceptent pas,
c'est la force. Comme pour Smaïn. En son absence, le propriétaire fait vider sa chambre, tout simplement. Le lit est là, soit ici, soit une armoire qui est là, puis la télé est là, le frigo est là. Et tout ça, il l'a pris? Tout à la poubelle. Tout à Mais la, ça, c'est tout vos à la affaires? Oui, c'est mes affaires. Je les ai tous achetées et je paye ma chambre en plus. Vous payez combien? Je paye 260 € par mois. Depuis j'habite ici dans cette chambre depuis 1994. Officiellement, c'est une violation de domicile. Tout ce que cet homme possède, documents, vêtements, souvenirs, à la poubelle. Et ce n'est pas tout. Nacera tient absolument à nous montrer la chambre d'un retraité, au rez-de-chaussée. Voilà, sa chambre, elle est là, sans lit. Voilà les murs. Voilà. Une pièce de quelques mètres carrés, des murs rongés par l'humidité, des vitres cassées, des sanitaires inutilisables. C'est ici que vit cet homme de 71 ans. Et vous, vous êtes ici depuis combien de temps? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que vous payez 270 € tous les mois? Tous les mois. Tous les mois. Depuis 2001. Et vous êtes... Il fait froid là, il n'y a pas de chauffage? J'ai dormi comme ça, dans les couvertures avec mes vêtements. Il m'a sacrifié. Ah, madame. C'est la mort, c'est un criminel qui fait ça, qui attend surtout le chauffage. À toucher, tu peux le toucher, tu peux toucher le chauffage, tu peux... Tiens, il ne marchait plus du tout, il ne marchait plus. C'est fini, il ne marchait plus, tu peux le toucher là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, le chauffage. Ça, c'est votre quittance, hein? Décembre. 270 €. C'est pas normal, ça. C'est pas normal, ça. La loi des plus forts, la loi des riches. Le nouveau propriétaire vient d'augmenter le loyer à 580 €. Illégal. Mais il sait qu'avec 800 € de retraite, ce vieil homme ne pourra pas payer. Un autre moyen de faire pression sur les locataires. En 6 mois, les 2 tiers sont partis. Reste une dizaine d'irréductibles et ils ont décidé de se battre contre leur propriétaire. Ce matin, rendez-vous devant le tribunal du 20e arrondissement de Paris. Ils attendent leur avocat. Les locataires ont réussi à obtenir un jugement en référé. Une procédure d'urgence accordée dans des cas exceptionnels. On va demander une horloge. C'est ça. On va pas rester comme ça dans cet hôtel comme ça. Hein. Soit un relogement, soit une indemnisation. Voilà, ça c'est valable. Pas une indemnisation de pacotille, là, des petites enveloppes surprises, là, non? Le propriétaire, lui, est déjà là. Il attend l'audience, confiant. Selon lui, ce sont les rénovations qu'il réalise dans l'hôtel qui l'obligent à couper l'eau et le chauffage. Mais en cas de travaux de cette ampleur, le gérant doit reloger ses locataires. Et c'est ce que va demander Grégory Viandier, leur avocat. Il appartiendra au propriétaire du fonds de commerce de l'hôtel de se trouver des logements de remplacement de façon provisoire. C'est son problème. Et ça, il le savait au moment où il a acheté cet hôtel au mois d'août 2007. L'audience commence. Les locataires sont déterminés. Et c'est rarissime, car dans la plupart des cas, les occupants quittent les lieux sans se défendre. 1 heure plus tard, réaction du propriétaire. Il y a eu environ une trentaine de locataires avant l'acquisition. La plupart sont partis, moyennant bien sûr une indemnité, tout à fait de relogement. Et voilà, maintenant je peux pas, moi, je vois pas ce que je peux faire de plus. Mais les coupures de chauffage... Il n'y avait pas de coupure. Non, ils n'ont pas de chauffage aujourd'hui. Bah si. Le chauffage est tiède, c'est une chaudière qui date... Oui, tiède glaçant. Ouais. Tiède glacé. Tiède glacé. Bon, je vais y aller là peut-être. Ils ont pas de chauffage du tout. Ils ont. Si. Bah, ils vivent en tout cas sans chauffage. Il y a le chauffage. Le mois d'hiver, c'est... Non, il y a le chauffage. Il y a le chauffage. Vous voulez en faire quoi? Un hôtel meublé aussi ou autre chose? Ah non, oui, c'est un hôtel meublé. Je peux faire autre chose. Ouais. La réponse est claire. Ce propriétaire sait bien qu'aujourd'hui, un hôtel meublé peut valoir de l'or. Une semaine plus tard, retour à Belleville. Le jugement vient de tomber et les locataires ont le sourire. Eh ben, ça y est, c'est bon, on a gagné. Voilà. Obligation pour le propriétaire de les reloger à ses frais, sinon il devra payer 50 € d'astreinte par personne et par jour.
Une décision inespérée. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné exactement? Eh ben, tu as gagné, il va te reloger, puis tu ne payes pas le loyer, il va te reloger. On va sortir de là, il va nous reloger. Parce qu'on aurait été obligé. Là, je respire, je deviens notre homme. J'ai une fierté, quand je sors, j'ai une fierté et tout. Moi, je suis très contente, franchement. Et puis, voilà, on a gagné et la justice a été faite. C'était il y a 1 an. Le propriétaire a relogé seulement 3 locataires sur les 11. Nacera et ses amis sont toujours à l'hôtel. Il leur doit plus de 100 000 € pour ne pas avoir exécuté la décision. Un département a décidé de mettre fin à ces abus. Nous sommes en Seine-Saint-Denis. Ici, 160 000 demandeurs attendent un logement. Un immeuble sur 10 est insalubre. Alors ici, tout se loue. Taudis, caves et même garages sont transformés en habitations en toute illégalité. Pour lutter contre ce marché de la misère, une cellule spécialisée de la gendarmerie a été créée il y a 1 an. Une première en France. Nicolas et Audrey sont gendarmes. Leur mission, traquer les marchands de sommeil. Leurs armes, un appareil photo et une lampe torche. Aujourd'hui, ils se rendent dans un hôtel meublé. Ils sont en civil pour ne pas alerter le gérant. Car pour l'instant, ce sont les locataires qui les intéressent. Si monsieur, madame. Bonjour, c'est la gendarmerie du 93, cellule habitat indigne. Vous êtes monsieur? Oui, c'est bien. Ils vont tous être entendus. Ces 2 bâtiments sont frappés de 2 arrêtés d'insalubrité. Ils devraient être vides. Pourtant, une trentaine de locataires vivent encore ici et paient un loyer. Le parquet de Bobigny poursuit le gérant. Les gendarmes doivent établir des constats dans chaque appartement. Bon, madame. Bonjour. Au rez-de-chaussée, Chantal, une mère célibataire, vit ici avec ses 4 enfants depuis 8 ans. Tais-toi, tais-toi. Donc alors, qu'est-ce qui ne va pas ici? C'est surtout dans quoi on vit. Regardez déjà l'état des murs. Regardez. Vous pouvez pas Système électrique, les interrupteurs un peu cassés quand même. Ici, donc, c'est la seule pièce Donc, on peut que vous dormir, occupez, dans laquelle vous dormez, En vous permanence. vivez et autres. Tout à fait, ouais. Là, je fais 3 mètres, ça je m'en souviens. 4 enfants de 16, 15, 8 et 5 ans dorment avec leur mère dans cette pièce insalubre de 7 mètres carrés. Ma fille et le tout petit qui dorment en haut, j'ai le moyen, et puis j'installe une épaisseur exprès pour qu'on s'allonge par terre, nous tous, autrement on peut pas. D'accord. En sachant qu'en plus, vous ne disposez pas de chauffage dans cette pièce. Ouais, tout à Pas fait. de chauffage, rien. Comment ça se fait que vous avez plus de chauffage? On n'en a jamais eu ici. Jamais. Jamais. Avec la plaque chauffante qu'on fait à manger, ça réchauffe la pièce, et puis qu'on est nombreux dans la pièce, c'est chaud. Chantal a bien tenté de se loger ailleurs. Elle en est à sa 8e demande de logement social. Sans succès. Pourtant, j'ai par mois 1300 quand même. On vit avec 1300, on y arrive. C'est ça le problème que je comprends pas. Visiblement, cette famille n'est pas considérée comme prioritaire. Pourtant, depuis des années, les enfants grandissent sans eau, sans chauffage. Et pour ces conditions de logement, le propriétaire risque gros. S'il y a hébergement dans des conditions indignes à l'égard de personnes vulnérables, dont un mineur. Donc là, comment dire, au niveau de cette infraction, déjà, on arrive à une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. Peine maximale, évidemment. Ensuite, il y a aussi le non-respect de ces arrêtés préfectoraux. Une troisième infraction devrait être prise aussi, c'est le fait que le propriétaire ait perçu des loyers alors qu'il n'avait plus le droit, toujours à cause de ces 2 arrêtés préfectoraux. En Seine-Saint-Denis, 30 000 logements insalubres. Depuis 1 an, le parquet poursuit une centaine de propriétaires pour ces infractions. Gendarmerie de Bobigny. Chantal est auditionnée. Les gendarmes listent les abus dont elle est victime. Difficile à croire, mais le propriétaire l'a fait payer pour utiliser la douche commune. Mais pour vous laver autrement? Eh bien, pour la salle de bain, il faut payer. Pour me laver? 4 euros. Qui a fixé le prix de 4 euros? Ah bah c'est lui, lui-même. Toujours monsieur... Ah oui, c'est le chef. 20 euros à chaque fois, tous les jours. Ça fait 28 euros pour une personne en une semaine. Ah ouais, ça fait cher quand même. C'est en route de moyens. On va récapituler. Donc réseau électrique dangereux et vétuste.
bricolé. Hein. Présence de cafards, présence de rongeurs comme des rats. Hein. Quand il pleure, mon petit garçon, pour le calmer, je lui fais ça, parce que c'est son tic. Pour dormir, il fait ça, il fait ça, il fait ça pour s'endormir. Puis un jour, il pleurait, et il s'est réveillé en sursaut. Moi, pour le consoler, je lui caresse les cheveux. Puis je trouve... Je dis, merde, c'est pas la même matière que mon fils. J'allume la petite veilleuse, un rat en train de dormir en boule à côté de lui. Il avait quel âge? Il avait 3 ans, Kevin. En 2 heures d'audition, les gendarmes relèvent 10 infractions pénales. Alors, pour l'un ou les motifs évoqués tout au long de votre déclaration, désirez-vous déposer plainte à l'encontre de votre bailleur ou propriétaire? Bien sûr. Donc je dépose plainte à l'encontre de monsieur pour les faits relatés ci-dessus. Sur les 14 locataires entendus par les gendarmes, 12 porteront plainte. C'est grave. C'est même grave. Parce qu'ils ne voient pas les personnes qui peuvent me mettre en danger. C'est-à-dire? Il a des enfants qui vivent, il y a plein de personnes. Hein. Ils peuvent les mettre en cas d'incendie, en cas de... Ça peut s'écrouler à tout moment. Il ne s'inquiète pas, lui. Il ne s'inquiète pas. 2 semaines plus tard, 9 h du matin. Voici le gérant de ces logements. Les gendarmes l'ont convoqué sans lui donner de motif. Il ne sait pas encore qu'il va être placé en garde à vue. Donc on vous place en garde à vue à compter d'aujourd'hui, donc 9h35, on est le 19 juin 2008, d'accord? Pour différentes infractions qui vous sont reprochées, auquel cas, de toute façon, vous allez pouvoir vous expliquer donc, au fil de la garde à vue, d'accord? Alors les infractions sont mise en danger d'autrui, soumission de plusieurs personnes vulnérables, dont au moins un mineur, à des conditions d'hébergement indignes. Pour l'instant, monsieur, c'est ce qui vous est reproché. Maintenant, vous allez pouvoir vous expliquer. Très bien? Vous expliquerez donc pendant la garde à vue. Très bien. Pour cet homme qui n'a aucun antécédent judiciaire, c'est le choc. Je savais pas pour ça, pour une garde à vue. Hein. J'ai rien prévenu, ni ma femme, ni... J'ai rien fait. J'ai ramené les trucs du café, c'est tout. Ça fait 11 mois que il ne me paye pas. J'ai jamais enlevé de l'eau à quelqu'un, j'ai jamais enlevé de l'électricité à quelqu'un. Vous allez vous expliquer. Hein? C'est pas... Je ne peux pas accepter ces choses-là, monsieur. Vous allez vous expliquer. D'accord? Après 48 heures de garde à vue, le gérant reconnaît 7 chefs d'inculpation, dont l'hébergement dans des conditions indignes. Il est déféré au parquet en comparution immédiate. François Molin est procureur à Bobigny. C'est le magistrat à l'origine de cette croisade contre les marchands de sommeil. Le fait de louer un appartement ou des appartements dans un immeuble qui ne correspond pas aux prescriptions de sécurité peut être constitutif d'une mise en danger. Si un incendie se déclare compte tenu de cette mise en danger et aboutit à la mort de personnes qui résidaient, on est quand même face à une peine encourue pour le propriétaire et donc responsable de la situation qui peut aller jusqu'à 10 ans de prison. D'accord, j'arrive. Merci. Pour le parquet et les gendarmes, ces propriétaires sans scrupules sont de véritables délinquants. Et justement, aujourd'hui, les gendarmes ont convoqué un marchand de biens déjà connu des services de police. C'est leur plus gros dossier. 80 SCI, 300 appartements. Ce professionnel de l'immobilier toucherait plus de 8 millions d'euros par an en loyer. Donc, comme je vous l'ai dit, vous êtes ici pour vous expliquer donc, concernant une situation administrative et sociale. Les gendarmes le soupçonnent de louer des logements insalubres. Il est immédiatement mis en garde à vue. Alors, sur la directive du parquet, je vous ai expliqué, on va procéder à une mesure de garde à vue. D'accord, vous en doutiez de toute façon. Hein? Le propriétaire n'est pas étonné, et pour cause. En 10 ans, il a déjà été condamné plusieurs fois pour escroquerie, usage de faux, menaces et abus de faiblesse. Si les gendarmes l'ont convoqué, c'est parce qu'il y a un mois, ils ont visité une cave que ce propriétaire louerait à des clandestins. C'est dans le sous-sol de cet immeuble que vivent une dizaine d'hommes en situation irrégulière. L'accès à la cave est libre. La pièce est vide, les locataires sont tous partis travailler. On est dans la fameuse cave où ça, en fait, c'est leur pièce principale où ils s'en servent pour faire la cuisine, manger. Voilà, on a un frigo. Le frigo marche, il est froid. Il y a des restes de nourriture, des œufs. Donc on sent bien qu'il y a quand même de la vie.
Ils ont l'électricité, il y a le fil qui est là, hop, hop, qui court, qui est tiré sur les communs de la cage escalier en fait. Donc tous les jours, ils branchent et ils ont le courant, ils débranchent dans la journée quand ils sont pas là et dès qu'ils rentrent le soir, ils connectent les fils. Officiellement, les locataires ne paient pas de loyer. Mais pour les gendarmes, ces occupants sans papier ne disent pas la vérité par peur de représailles. Machine à laver, micro-ondes, cette cave est bien leur principal logement. C'est le 6e dossier de ce genre que les gendarmes traitent en 4 mois. Une cave, ça se loue combien? Au minimum, on va dire que ça peut aller de 600 € à des fois plus de 1000 € quand le propriétaire fait un prix sur la tête du client. C'est-à-dire qu'une personne qui a des papiers payera moins cher qu'une personne qui est sans papier. Le propriétaire, lui, habite les beaux quartiers de la capitale. Il y a 10 ans, il participait même à un reportage consacré à l'immobilier. Sur ces images, il fait visiter son appartement de 400 mètres carrés. Son empire immobilier, il l'a bâti en achetant au rabais des immeubles squattés et en les revendant à prix d'or. Vous allez voir qu'à l'époque, ce marchand de biens avait déjà des méthodes plutôt expéditives. Ce jour-là, il a rendez-vous avec ses 2 architectes pour visiter un immeuble squatté qu'il vient d'acheter 400 000 €. Bonjour. Bonjour. Alors là, on arrive dans l'immeuble et on ne peut même pas rentrer dans les parties communes. On ne peut même pas rentrer dans l'immeuble, quoi. On va aller chercher de quoi ouvrir. C'est-à-dire Monsieur Défontator. À l'époque, cet ancien hôtel est squatté depuis plus de 12 ans. Le marchand de biens a l'intention de déloger tous les squatteurs, sans état d'âme. Justement, l'un d'entre eux s'inquiète. Il interrompt la visite. À mon avis, on va pouvoir peut-être un peu baisser le plancher ici. Oui, il y a 25 mètres. Mais vous pouvez faire des travaux, mais nous, on ne peut pas sortir comme ça. Non, mais on va attendre que vous soyez expulsés. Vous avez autorisation pour faire des travaux? Ah bah attendez, l'autorisation, moi je fais ce que je veux. Si j'ai envie de repeindre ma cage d'escalier, je repars ma cage d'escalier. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Ah mais je crois pas. Ah bah vous croyez pas, écoutez, je fais encore ce que je veux dans ma cage d'escalier. Ah non. Hein? Non mais c'est incroyable ça. Je crois pas qu'ils vous laissent. Et si j'ai envie de pisser dans mon immeuble, je peux pisser dans les toilettes? C'est pas ça, parce que c'est pas encore fait de la justice. Mais si, je vous dis qu'il y a un arrêté d'expulsion. Alors attendez, moi je sais que vous allez être expulsé, mais je peux pas vous dire quand ni à quelle heure. Hein? Et puis c'est tout. Mais une fois que vous serez expulsé, je commencerai les travaux dans les appartements. Le marchand de biens n'hésite pas à entrer dans un des appartements squattés et à parler décoration devant son occupant et les architectes, plutôt embarrassés. De toute façon, on va enlever le plafond parce que moi je mettrai des poutres apparentes. Parce que ça se vend beaucoup mieux avec des poutres apparentes. Donc, une fois qu'on aura enlevé ce plafond, qui est on va dire un faux plafond, on va voir l'état des poutres. Soit on en change, soit on change tout, soit on fait on va voir, mais bon, vous voyez, de toutes les façons, ça, je l'enlève. Vous sortir. Retour à Bobigny. Les gendarmes ont déféré le propriétaire de la cave au parquet pour hébergement dans des conditions indignes. Il nie tout en bloc. Alexandra Vaillant est substitut du procureur. C'est elle qui a lancé la procédure contre le marchand de biens. Pour elle, ces propriétaires hors la loi se justifient toujours de la même façon. En général, ils ont une ligne de défense assez commune et expliquent que ces personnes-là, si elles n'étaient pas logées chez eux, seraient à la rue. Donc ils se positionnent un peu en tant que bons samaritains en disant finalement, moi, je les ai aidés, je leur ai rendu service et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi on me poursuit. Alors que bon, cette défense, quand on sait le nombre de loyers perçus, est-ce que ça peut rapporter? Parce que c'est quasiment un métier à temps plein de percevoir, de gérer, même si c'est une gestion désastreuse et pénalement répréhensible, c'est quasiment un métier à temps plein et ça leur apporte beaucoup d'argent. De l'argent. Dans quelques minutes, Alexandra Vaillant va requérir de la prison ferme contre le marchand de biens. C'est aujourd'hui qu'il doit être jugé. L'homme a été placé en détention provisoire depuis sa garde à vue il y a 3 semaines. Le motif ? Éviter toute pression sur les locataires. Il attend dans le box des accusés. Pour son avocat, le dossier est vide. Son client n'est pas un marchand de sommeil.
J'ai dans mon dossier des photographies. C'est pas ce qu'on peut appeler, si vous voulez, un taudis. Si vous voulez. Moi, j'ai vu des immeubles dans Paris qui étaient encore moins bien entretenus que ceux-là. Mais je crois que c'est surtout les caves, en fait. Surtout... Oui, mais les caves, encore une fois, c'est pas lui qui a... Mais quel intérêt il peut avoir? Il y a des gens, il y a des squatteurs. Ah non, pas du tout. Ah ouais, non, mais là, oui, mais attendez, ça c'est une accusation qui repose sur rien. Il n'y a rien dans le dossier, mais rien du tout, qui démontre qu'il ait touché le moindre argent. Ils se sont introduits dans l'immeuble, ils ont fait des branchements sauvages, des branchements électriques. C'est quand même pas mon client qui est responsable des faits et gestes de ces personnes. Vous avez des gens qui dorment dans la rue, c'est pas très agréable. Ils peuvent considérer que c'est plus agréable de vivre dans une cave dans la rue. Que le propriétaire touche ou non de l'argent est secondaire. Le simple fait d'héberger des clandestins dans une cave constitue une infraction pénale. Et pour cette infraction, le marchand de biens est condamné à 15 mois de prison, dont 5 mois fermes, et 20 000 € d'amende. Une peine qui vient sanctionner les nombreux abus de ce professionnel de l'immobilier. Mais le drame, c'est que ce marché de la misère est tellement juteux qu'aujourd'hui, tout le monde s'y met. Même les petits propriétaires, au-dessus de tout soupçon. Cette maison appartient à un orthodontiste à la retraite. Il ne vit plus ici, mais il loue le sous-sol à une famille de Camerounais. Bah ça, donc, cette grille d'aération, ça c'est la fenêtre de la chambre. Et par cette fenêtre, comment dire, donc, certaines personnes donc, pissaient. Donc l'urine traversait la grille d'aération donc, et tombait donc, dans la chambre où dorment un couple et un enfant âgé de 4 ans. Les gendarmes ont déjà entendu le propriétaire il y a quelques semaines. Ce matin, ils reviennent voir les locataires. Bonjour, venez de moi. Le propriétaire a coupé l'électricité pour faire partir la famille. Les gendarmes viennent constater les faits. Je viens, comment dire, suite au coup de téléphone que vous nous avez laissé l'autre jour. Ah oui. Qu'on est suite au fait que le propriétaire apparemment ait coupé l'électricité. Oui. C'est toujours le cas? Oui. Vous pouvez me montrer? Et après, je vous indiquerai la marche à suivre. Oui, on a essayé ici. On a bricolé comme ça. Ouais, en attendant une solution de relogement. Hein. Oui. Un local semi-enterré de 17 mètres carrés, humide, sans salle d'eau. Hauteur sous plafond 1,80 m. Seule ouverture, cette grille d'aération. Cela fait 8 ans que cette famille vit ici. Comme il n'y a pas de fenêtre, je ferme. Des fois, je ferme. Mais la nuit, quand on dort, j'ai peur d'ouvrir. Parce que c'est que le monsieur qui l'a dit, j'ai peur d'ouvrir les petites là. Ah, parce qu'il y a des gens qui font pipi à travers la grille? Oui, ouais. Au dehors. Quand il fait des pipi au dehors, tous les odeurs là, ça rentre ici. Pour aérer, Fatoumata doit laisser la porte ouverte. Du coup, le logement est infesté par les rats. C'est les rats qui mangent ici. Même mon habit là, elle a mangé. C'est mon pantalon que j'achète pour mettre. Et votre petite fille, elle a quel âge? Elle a 5 ans. Elle est née ici. Le mari de Fatoumata est camionneur. Il gagne 1 600 € par mois. Quand ils sont arrivés ici, le sous-sol était déjà transformé en habitation. Cuisine, WC, le propriétaire leur avait même promis une douche. Aujourd'hui, il leur a coupé l'eau. Pour ces conditions de vie, Fatoumata verse un loyer. Et là, oui. On donne de l'argent. Ouais, vous nous avez dit que vous payiez un loyer, je sais plus, de 300 ou 330 € par mois. Ouais. Et le propriétaire, lui, disait qu'il ne percevait pas du tout de loyer, mais que c'était simplement pour rendre service aux occupants. Il ne veut pas qu'on dise qu'on paye des loyers. De toute façon, la plupart des propriétaires dans ce type d'affaires perçoivent à chaque fois les loyers en espèces. Ce qui permet évidemment donc de ne pas laisser de traces. Il a fallu une visite des services d'hygiène de la ville pour qu'une plainte soit déposée et que les gendarmes soient saisis. Tribunal de Bobigny, 1 mois plus tard. Leur propriétaire doit être jugé en correctionnel. Fatoumata et son mari sont venus pour assister à l'audience, tout comme les inspecteurs des services d'hygiène qui ont dénoncé les faits. Maintenant, ce que Fatoumata et son mari veulent avant tout, c'est un logement. On est traîné jusqu'à maintenant, depuis 2001 jusqu'à maintenant. On a cherché partout, on n'a pas trouvé. Les agences qui disent qu'on ne peut pas trouver comme ça si on ne gagne pas beaucoup d'argent. Et par rapport aux propriétaires, vous espérez quoi là? On n'espère pas du malheur. Hein. On veut un jugement correct, net, c'est tout. Le propriétaire, le voici. Il refuse de nous parler. Son avocate accepte de répondre à nos questions. Toujours la même ligne de défense.
Ce sont les locataires qui sont en infraction. C'est eux qui ont modifié la cave à usage d'habitation. Et votre client n'a jamais touché d'argent? Non, non. Est-ce que c'est tout à fait le contraire de ce qu'il... Ah oui, mais bon. Il faut prouver. On est dans les juridictions pénales et il faut prouver. Fatoumata et son mari n'ont pas de bail. Ils déclarent payer le loyer en liquide. Le juge devra donc statuer sur son intime conviction. C'est souvent le cas dans ce genre d'affaires. 2 heures plus tard, le jugement vient de tomber. Ils ont dit quoi? Il est condamné à 4 mois de prison avec sursis Oui. et à vous verser 800 € de dommages et intérêts. 800 €. C'est bon. Comment on va trouver des logements maintenant? Vous êtes, oui, vous allez recevoir une proposition. Oui, mais il ne peut pas nous menacer là, parce que... Ah ben si vous menacez la police, hein, il va appeler, non, il n'a pas à vous menacer. Hein. Il a le droit de faire appel, mais il n'a pas le droit de vous menacer. Voilà. Le propriétaire a été condamné pour hébergement de personnes vulnérables dans des conditions indignes. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Votre réaction, monsieur? Il ne souhaite pas répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez me répondre? De leur côté, Fatoumata et son mari s'inquiètent pour leur avenir. Où vont-ils vivre maintenant? Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour... On va étudier leur dossier pour qu'ils soient relogés dans des conditions dignes de ce nom. Et ça prendra du temps? Ça dépend pas de mon service. Je peux pas vous dire, je sais pas. Et en attendant, qu'est-ce qu'ils sont où? Pour l'instant, ils restent dans leur logement respectif et puis dans la cave. Ouais. Avant qu'on trouve... On n'a pas d'endroit d'aller. Vous n'avez pas de famille? Non, 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 rien du tout. On n'a pas d'endroit d'aller. Merci. Merci bien. Bon. À bientôt. Oui, à bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. Ce soir, le couple retournera dormir dans sa cave. En 8 ans, ils auront payé plus de 30 000 € pour ce logement. Mais la crise immobilière ne touche pas que les grandes villes. Partout en France, des familles en difficulté cherchent des solutions pour se loger. Nous sommes à Vias, au bord de la Méditerranée, à quelques kilomètres de Béziers. Ce que vous voyez sur ces images, ce ne sont pas des maisons, mais des mobil-homes. Ici, en 20 ans, s'est développée une véritable ville, en toute illégalité. 3500 parcelles non constructibles, vendues aux touristes pour l'été. Sauf qu'aujourd'hui, 200 familles y vivent à l'année. Des familles poussées par la crise qui n'ont pas d'autre choix que d'habiter ici. Mais aujourd'hui, elles risquent de tout perdre. Ce matin, elles manifestent devant la préfecture de Béziers. Les propriétaires de la côte ouest sont en colère. Les services de l'État et la mairie nous expulsent de nos terrains après avoir encouragé nos installations. Dans la région, on les appelle les cabaniers. Ils ont acheté des terrains et ils y ont installé leur mobil-home avec l'autorisation du maire de la ville. Aujourd'hui, l'État les poursuit devant les tribunaux. J'ai été condamné. Malgré tout, il est condamné à démonter. À 1500 € et 3 mois pour enlever mon bilan, mais j'ai tout et puis la suite. Quoi. Moi, je ne comprends pas qu'on veuille nous faire partir de là. Je veux dire, on est chez nous, on a tout payé, l'eau, tout est en ordre. Donc non, moi, je ne comprends pas qu'on puisse... pourquoi on souhaite nous expulser, quoi. Comme Suzanne, ces propriétaires ont investi toutes leurs économies pour avoir un toit. Comment sont-ils arrivés là? C'est ici que Suzanne vit avec sa famille. Patrick, son mari, est jardinier. Il souhaite rester anonyme. Il y a 3 ans, il perd son emploi. Plus d'argent, la famille doit quitter son appartement. C'est bon maintenant? Seule solution, venir vivre ici, dans ce mobil-home. Au départ, il l'avait acheté pour les vacances. Avec moins de 1200 € par mois, le couple n'a pas les moyens de se loger ailleurs. Vous voyez donc ici ma petite propriété que j'ai commencé à acquérir donc, en début d'année 2004. Si on est venu ici, ce n'est pas par choix mais par obligation. C'était soit la rue pour moi et mes enfants, soit
soit venir ici. Donc il est clair qu'on n'a pas hésité, on préférait avoir un toit plutôt que rien du tout. Et vous avez acheté cher ici là? Alors le terrain plus les mobil-homes plus tout l'aménagement que vous voyez, ça représente environ 80 000 euros. 80 000 euros empruntés à la banque. Le couple rembourse 300 euros chaque mois pour vivre ici. Un terrain de 450 mètres carrés, arboré, une pelouse bien entretenue et même une petite piscine gonflable pour les enfants. Donc le petit salon, la table, la salle à manger, le petit coin cuisine. Ça c'est la chambre donc d'Irina, c'est son petit coin à elle. Allez, tu viens montrer ta chambre? Là, le seul problème, c'est que légalement le mobil-home est considéré comme un véhicule. Il ne doit pas stationner plus de 3 mois sur un terrain. Le couple est en infraction. On passe au tribunal donc dans un mois. Si nous sommes condamnés, eh ben, nous n'avons pas d'endroit où aller, nous n'avons pas d'endroit pour les petites. On va se retrouver à la rue. On a à peu près plus ou moins 1100, 1200 à nous deux. Pour faire vivre une famille de 4, on n'a pas les moyens d'avoir un appartement. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, Franck et Suzanne sont piégés. Et pourtant, si Franck a installé son mobil-home ici, à l'année, ce n'est pas par hasard. C'est avec l'autorisation du maire de la ville. Là, noir sur blanc, et malgré la loi, le maire autorise les propriétaires à laisser leur mobil-home sur leur terrain toute l'année. D'un commun accord, il est décidé qu'aucune action ne sera engagée à l'encontre des propriétaires qui laisseraient hors saison leur installation en place. Ça veut dire quoi ça? Eh ben, ça veut dire qu'ils demandent à ce qu'on laisse nos mobil-homes en place. Et qui disent qu'ils ne vont jamais en fait poursuivre les gens qui laissent leur mobil-home toute l'année. Ça, vous le saviez quand vous avez acheté? C'était une des raisons pour lesquelles vous avez acheté, c'est ça? Bien évidemment, sinon on n'aura pas pris le risque d'acquérir un terrain et un mobil-home au prix où nous les ont fait payer à cette époque. Voilà, là, c'est les... Pendant 15 ans, des centaines de familles installent leur mobil-home avec cet agrément signé par le maire. Mais en 2005, problème. Le préfet reprend la situation en main, il décide d'appliquer la loi, pas d'installation à l'année. Tous les propriétaires doivent enlever leur mobil-home. C'est la seule chose que nous possédons, on ne possède rien d'autre. Et encore, une bonne partie appartient encore à la banque. On a un crédit encore pendant 5 ans. Donc, on aura perdu 80 000 euros puisque notre terrain ne vaudra plus rien. Plus rien. Voilà, notre mobil-home, on n'en parle même pas. Il faudra, de toute manière, si on nous demande de l'enlever, on ne pourra pas l'enlever, il faudra le détruire puisqu'il n'est pas enlevable. Oui. Donc on aura tout perdu. Oui. Bon, il reste encore notre amour. Oui, et puis nos enfants. Mais bon... Voilà. Un drame pour ces familles qui risquent de perdre leur seul logement. Alors, elles ont décidé de s'unir. Serge vit ici depuis 15 ans. Il fait partie des Robinson Crusoe, une association de défense des cabaniers. On les appelle délinquants, mais je veux dire que ça fait gros de les appeler délinquants. Hein. De se retrouver au tribunal correctionnel de Béziers avec les ivrognes, les prostituées, et d'être accusé d'une infraction pénale, je veux dire, ça fait mal au cœur. D'autant plus que tous pensaient être dans leurs droits. À partir du moment où on a eu un agrément signé par le maire, à partir du moment où on a eu toutes les autorisations pour avoir l'eau, l'électricité, faire venir les installations, faire des voiries privées, diviser les parcelles, on n'était pas dans l'illégalité. Et le maire en question, le voici. Il est aujourd'hui à la retraite. Il a bien autorisé les propriétaires à laisser leur mobil-home sur place. Mais selon lui, ils ne devaient pas y habiter. Vous ne contestez pas le fait que vous leur avez donné un agrément pour qu'ils laissent leur mobil-home à l'année, en tout cas? Non, exactement. Mais c'était pour une occupation saisonnière. Et on dit, ils n'ont pas respecté l'accord que nous avions passé. Mais il a toujours été question d'une occupation pendant les mois d'été. Et c'est là qu'une fois que le mobil-home a été installé et qu'on a décidé qu'on le laissait parce qu'on peut le déplacer très difficilement, ils ont décidé d'y rester à l'année. D'où la reprise en main par l'État de ce problème en disant, dans ces conditions, on enlève le mobil-home à la fin de l'été. Et voilà le conflit. Et pourtant, le maire n'a rien fait pour enrayer le phénomène, malgré l'arrivée incessante de nouveaux acheteurs. Pendant des années, les terrains sont vendus cher et des familles s'y installent pour vivre. Alors ce monsieur, par contre, il a un problème. Il a perdu au tribunal de grande instance de Béziers. Il a perdu en cour d'appel à Montpellier. Et à partir du 18 juillet, il
doit payer 50 € par jour ou 30 € par jour de pénalité de retard. Franck est maraîcher. Il y a 8 ans, il achète ce terrain et ce mobil-home, 20 000 €. Pour lui, c'est la seule solution pour se loger. À partir du 22 juillet, j'aurai plus le droit de vivre dans mon mobil-home. Voilà. Parce qu'il est en stationnement, c'est ça? Oui, parce que moi je connais pas trop les lois. Vous savez, ils disent que alors que c'est roulable, que je peux l'enlever. Et Mais vous pouvez l'enlever concrètement? Concrètement, je vais pouvoir, mais ça va être dur quand même. Hein. Car un mobil-home ne se déplace pas aussi facilement. Il faut une grue et un convoi exceptionnel. Et à 4 € le kilomètre, la facture peut grimper vite. Aujourd'hui, Franck et sa femme sont dans l'impasse. On dit qu'en France, c'est une cause de logement, qu'on n'arrive pas à loger les gens. Nous, on ne demande rien, on se loge chez nous. Je suis propriétaire du terrain. Je demande des aides à personne. J'ai jamais été à la mairie pour demander quoi que ce soit. Et on me met dehors. Quand vous voyez à Paris que les SDF, ils relogent dans des mobil-homes sur le bord de Seine, que nous, on vit dans des mobil-homes et nous, on nous chasse. Il y a rien à comprendre quand même. C'est des lois bizarres quand même. Pendant des années, ces terrains s'achètent à prix d'or, jusqu'à 200 000 €. Aujourd'hui, les propriétaires cherchent à vendre à tout prix. Et le pire, c'est que les agences immobilières de la ville continuent à vendre, malgré les procédures engagées. Démonstration en caméra cachée. Bonjour. Vous avez des parcelles avec mobil-home à vendre alors? Il m'en reste une ou deux. Là, j'en avais une que je viens de vendre vendredi et qui était pas mal. Pratiquement pour tirer une plage. Ici, on vend toujours ces terrains avec mobil-home. L'agent immobilier nous explique simplement qu'il y a de petits soucis avec la mairie. Mais il nous rassure aussitôt. À le croire, nous ne risquons absolument rien. Après, si vous voulez que je vous sorte. Mais normalement, il n'y a pas de risque. Bon, quand je dis normalement, disons qu'il y a 99% chance que vous ne soyez pas embêtés. Moi, je continue à le vendre et il y en a qui me le jettent. 99% de chances que tout se passe bien. Pourtant, un propriétaire sur 4 se retrouve au tribunal et ce n'est que le début. L'agent nous propose une parcelle de 400 mètres carrés avec mobil-home, eau, électricité, le tout pour 64 000 €. Et un autre, 53 000 €. Selon l'agence, les propriétaires sont en règle. 64 000. Mais ces gens-là, ils ont été contactés? Enfin, je veux dire. Non, là, il n'y a pas de procédure. Et là, il y a une procédure ou pas? Là non plus, mais bon, c'est quand même tout fermé. Là, il a fait une terrasse en béton. Une terrasse en béton, pas encore de procédure judiciaire, mais cela ne saurait tarder. Le préfet a déclaré vouloir remettre la zone dans son état naturel. Son but, chasser tous les mobil-homes d'ici 3 ans. Et tout le monde est concerné, même ceux qui ne viennent que quelques mois en été. Depuis 1 an et demi, tous les mardis, au tribunal de Béziers, c'est le défilé. Les propriétaires sont jugés pour stationnement illicite de mobil-home. C'est pareil que Maître Brigitte. Comment ça fait d'être convoqué au tribunal devant la gendarmerie? Très impressionnant. On a l'impression d'être au même rang que des criminels. Voilà. Ça vous fait quoi? Ouais, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Vous avez plusieurs clients? Tout le monde réagit un petit peu de la même manière parce que le tribunal correctionnel c'est quand même assez intimidant et puis ils n'ont pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal parce que tous ces faits, comme je vous le disais tout à l'heure, au vu et au su de tous, il y a eu des tolérances de la part de tous les côtés et puis être convoqué comme ça devant un tribunal correctionnel, parfois être sanctionné, même souvent il y a des peines qui sont prononcées donc c'est assez mal vécu par les gens, quoi. Vous êtes soucieuse, madame, pour l'avenir? Oui. Si ça tenait qu'à moi, je le revendrais. C'est pour mes enfants. C'est-à-dire? Mais ils y tiennent beaucoup. Mais bon, on a beaucoup investi, on a vraiment tout mis dans ce terrain. Moi, si demain je devais le vendre, j'aurais plus rien. Ce matin, ils sont 15 à attendre d'être jugés. Et pour eux, c'est l'incompréhension. Il y aurait des convois exceptionnels pour mettre les mobil-homes et des convois exceptionnels pour les sortir. Et ça pendant toute la saison alors des vacances déjà qu'on a du mal à circuler dans Vias quand il y a la saison touristique. C'est aberrant. Depuis 1 an, devant le nombre de poursuites, le tribunal de Béziers consacre une matinée entière toutes les semaines à ce dossier. Bien, bonjour à tous. L'audience à Géo qui est ouverte, veuillez vous asseoir.
La mairie de Vias est partie civile. Elle dépense 180 000 € par an pour les frais de procédure. Aujourd'hui, pas de surprise, le procureur demande l'enlèvement des mobil-homes pour tous. Une demi-heure plus tard, les jugements sont rendus. Mais quelle est la décision coupable. pour chacun Nous coupable, donc enlever le mobil-homme, détruire la terrasse et enlever la brique à plus de 20 ans sur le terrain. Coupable, 100 € d'amende avec sursis, enlever le mobil-homme et détruire la terrasse. Et vous? Coupable aussi, il faut tout enlever. Il faut tout enlever, complet. On va faire appel n'importe comment parce qu'on trouve que c'est vraiment illogique. Donc, on va se laisser foutre dehors sans réagir. Tous hors la loi. Les 200 familles qui résident à l'année à Vias, lésées et privées de logement, viendront bientôt allonger la liste de tous ceux qui, en France, cherchent à se loger.